Monsieur le Président, chers collègues, et le titre final de ma présentation est Témoignages archéologiques des chancelleries ouest-sémitiques au IXe siècle avant notre ère. En 2013, Israël Finkelstein et moi-même avons publié une étude portant sur l'alphabet ouest-sémitique, en particulier entre les XIe et IXe siècles. La première synthèse paléographique basée principalement sur des inscriptions dont le contexte stratigraphique est bien identifié à cette époque. Merci. En effet, la plupart de ces inscriptions étaient inconnues il y a 20, voire même 10 ans, et nous pensons qu'elle révolutionne ce que nous savons du développement de l'alphabet à la fin du deuxième millénaire et au début du premier. Aujourd'hui, nous allons mentionner certaines découvertes présentées dans l'étude de 2013, telles que la région initiale de l'alphabet dans la Shephelah, ainsi que de nouvelles connaissances acquises depuis, en particulier concernant l'émergence de l'écriture cursive parmi les Sémites de l'Ouest dans la première moitié du IXe siècle. Et j'espère démontrer que les plus anciennes inscriptions cursives trouvées sur jarre dans de clairs contextes archéologiques constituent une indication pour les documents contemporains plus longs sur papyrus ou parchemin. Avant d'arriver au IXe siècle, nous allons résumer les données sur la chronologie relative et absolue ainsi que sur les sites et les couches qui nous ont fourni les inscriptions dont il sera question. Nous présenterons ensuite brièvement l'alphabet précursif, dit proto-cananéen, du XIIIe au Xe siècle. Aujourd'hui, nous n'allons pas retracer le début de l'alphabet, celui dit proto-sinaïtique au Sinaï et en Égypte. Notre sujet principal, l'écriture cursive du début du IXe siècle, viendra par la suite, puis enfin une discussion sur les racines cursives de l'écriture des inscriptions monumentales ouest-sémitiques. Nous commençons avec la périodisation archéologique et les sites clés. Ici, vous voyez la subdivision de la période archéologique nommée Fer de A vers 950 à 800 avant notre ère. Et là, la carte montrant les 4 sites où les inscriptions mentionnées ont été découvertes. Nous arrivons à l'histoire de l'alphabet précursif. Et nous laissons de côté les premiers exemples de l'alphabet sémitique, les inscriptions dénommées proto-sinaïtiques trouvées à Serabit el-Khadem au Sinaï et à Wadi el-Hol en Égypte. Et nous allons directement à Lachish et 2 autres sites voisins, soulignés en rouge, du XIIIe et XIIe siècle. C'est de ces sites que proviennent les premières découvertes alphabétiques dont les contextes archéologiques sont connus. Ces inscriptions sont en alphabet linéaire ou proto-cananéen qui est limité à la Shephelah à cette époque. Elles ne sont pas écrites en son descendant cunéiforme connu à Ugarit et dans la plupart des pays du Levant, alphabet que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Ensuite, aucune inscription proto-cananéenne ne peut être datée avec certitude absolue au XIe siècle, mais au Xe, l'écriture est très similaire au XIIIe et XIIe. Durant au minimum
250 ans, il y a donc eu assez peu d'évolution dans la forme des lettres. Le grand changement intervient dans la première moitié du IXe siècle, mais déjà au Xe, l'alphabet dans sa forme proto-cananéenne s'étend pour la première fois au-delà de la Shephelah, que nous pouvons maintenant légitimement appeler la Philistie, et avec un seul exemple stratifié. De la deuxième moitié du siècle, des inscriptions contemporaines nous sont également parvenues de la Philistie elle-même et de ses alentours directs. Atel et Safi identifiés avec Gath et Khirbet Kayafa. Nous arrivons enfin aux premières écritures cursives. Le cursif est fluide, donc plus rapide, issu d'écritures au stylo et à l'encre. Et il permet aussi une évolution rapide de la forme des lettres. En contraste, l'ancien alphabet sémitique de l'Ouest, et dans ses formes proto-sinaïtiques et proto-cananéennes, n'est pas cursif et il évolue nettement moins. Et dès l'apparition de l'écriture cursive dans la première moitié du IXe siècle, celle-ci remplace les variantes plus anciennes. Nous arrivons maintenant aux inscriptions elles-mêmes. Et les premiers textes et cursifs stratifiés se trouvent sur 9 jarres et tessons de poterie sur 4 sites différents. Chacun porte un seul mot, vraisemblablement un nom de personne et ou une appellation. Ici, et nous voyons la carte avec les 4 sites. Et ici, les 9 textes, dont 7 sur des jarres entières trouvées sur des sols. Notez, je vous prie, et dans l'image suivante, les textes hébraïques et non hébraïques à Rehov et à Safi, juste à travers les frontières des royaumes hébraïques. Regardons maintenant la liste de ces inscriptions. Nous allons voir 2 types de développement dans la forme des lettres cursives. L'allongement des traits descendants dans le mem et le nun et l'inclinaison du haut vers la gauche du chet. Tous deux proviennent d'un mouvement rapide du stylo vers la lettre suivante et dans les inscriptions de droite à gauche à l'encre. Chet. Dans nos 2 exemples, ce n'est pas la lettre entière qui est inclinée, mais uniquement les 3 traits horizontaux. Un développement similaire se produit légèrement plus tard dans le He, mais nos 9 inscriptions ne montrent pas cette lettre. Au terme du développement de l'alphabet précédent, proto-cananéen, le He et le Chet sont rectilignes comme vous le voyez à droite. Les exemplaires sur l'écran viennent d'une pointe de flèche inscrite de provenance connue, mais hors contexte archéologique. Même nun, nous avons de nombreux exemples de l'allongement des traits descendants. Durant la phase précédente, la deuxième moitié du Xe siècle, les zigzags du mem et du nun sont tous de la même longueur, à votre droite. Les 9 inscriptions cursives ne contiennent pas de kaf, nim, samek ou encore de tav, lesquels présentent également de longs traits descendants dans les inscriptions plus récentes.
Nous verrons bientôt ces lettres ainsi que les haies mentionnées plus tôt dans les inscriptions monumentales et de prestige légèrement plus tardives du dernier tiers du IXe siècle. Est-il possible de dater plus précisément l'émergence de l'écriture cursive au sein de la première moitié du IXe siècle? Bien évidemment, l'exactitude des données archéologiques et de nos 9 inscriptions stratifiées n'est pas suffisante pour déterminer durant quelle décennie l'écriture cursive a atteint son développement plénier, abandonnant toutes les caractéristiques proto-cananéennes, y compris l'orientation de gauche à droite. Mais il y a peut-être un indice. Une phase intermédiaire ou plusieurs phases peut être attendue et qui serait en partie proto-cananéenne pré-cursive et ou multidirectionnelle et en partie cursive et entièrement de droite à gauche. Une telle inscription est connue depuis longtemps et trouvée dans les fouilles de Byblos. Elle n'a pas de contexte archéologique, mais la typologie des lettres est instructive. Alors que toutes les lettres sont de forme cursive, 2 parmi elles sont orientées de gauche à droite ou en miroir. Toujours selon la tradition proto-cananéenne. Puis, en 2014, lors des fouilles de l'Université de Tel Aviv à Megiddo, une inscription alphabétique très fragmentaire a été trouvée et peinte sur un tesson comportant des vestiges de 2 lettres cursives, orientées encore de gauche à droite. Israël Finkelstein et moi-même travaillons actuellement sur la publication. Et il y a cette fois-ci un contexte archéologique précis et la strate qui est appelée 5A 4B de la première moitié du IXe siècle. Par analogie, l'inscription non stratifiée de Byblos pourrait appartenir à la même époque. De plus, le vase de Megiddo provient d'une phase ancienne de la strate 5A 4B, peut-être plus proche du début du IXe siècle. En conséquence, nous pouvons supposer que les premières écritures complètement cursives et sénestrogyres présentes sur les inscriptions de nos 9 jarres et tessons datent plutôt vers le milieu du IXe siècle. C'est bien sûr une hypothèse. Résumons les indices jusqu'à ce point. Aussi maigre que soit la documentation pour le moment, elle est suffisante pour démontrer que les Philistins, Hébreux, Phéniciens et Araméens utilisaient l'alphabet dans la première moitié du IXe siècle pour des documents écrits à l'encre, au point qu'il, c'est-à-dire l'alphabet, a subi une cursivisation. Oui. Si l'on se base sur leur localisation géographique, l'inscription de Rosh Zayit a probablement été écrite par une personne parlant le phénicien et les inscriptions non hébraïques de Rehov par des araméophones. Mais je ne connais aucune inscription phénicienne ou araméenne publiée qui émanerait d'un contexte fiable de la première moitié du IXe siècle au nord de la frontière de l'actuel Israël avec le Liban et la Syrie. Ceci est probablement dû à l'activité archéologique plus intense en Israël, mais je ne suis pas sûr. C'est ici que se termine la section sur les premières écritures cursives sémitiques de l'Ouest. Avant de passer aux conclusions, je souhaiterais aborder brièvement l'origine cursive de l'écriture présente sur les premiers monuments et objets de prestige ouest sémitique.
il n'existe pas de tels textes provenant de l'époque de la première écriture cursive jusqu'au milieu du IXe siècle. Les plus anciennes inscriptions monumentales connues qui sont datées historiquement, toutes royales, appartiennent à une période un peu plus tardive, le dernier tiers du IXe siècle environ. Sur la carte, Damas réfère à un ivoire et deux bronzes trouvés ailleurs, mais inscrits pour le roi Hazaël. Il n'y a pas de style d'écriture lapidaire indépendant ouest-sémitique avant le VIe siècle. Les inscriptions monumentales ouest-sémitiques de la fin du IXe siècle ainsi que du 8e et du 7e utilisent simplement une version méticuleuse du cursif. Et puisque l'écriture cursive est apparue dans la première moitié du IXe siècle, probablement vers son milieu, toutes les inscriptions monumentales ouest-sémitiques ne sont probablement pas antérieures. Les caractéristiques de l'écriture cursive dans les premières inscriptions monumentales sont les suivants. He et Chet et sont entièrement inclinés, le haut vers la gauche, ou sinon, ce ne sont que les barres horizontales qui sont penchées. Et Zayn, dans les inscriptions royales, et ont soit la forme précursive des deux horizontales reliées par une verticale, soit la forme cursive en Z, conçue en encre pour accélérer l'écriture. À notre gauche, bien. Memenun présente un trait descendant allongé de la même façon que le Kaf, Samer et Tav, qui n'apparaissent pas dans les 9 premières inscriptions cursives sur jarre. Les exemplaires sur l'écran appartiennent au sarcophage non daté d'Achirom, roi de Byblos, et à l'orthostat de Koulamua, roi de Sam'al, daté par un synchronisme assyrien. De façon évidente, puisqu'elles conviennent aux inscriptions royales sculptées sur des surfaces en dur, d'autres lettres dans le même texte peuvent être archaïsantes. Les Zayn, Kaf et Tav, imitant le proto-cananéen du Xe siècle. Mais c'est les formes cursives qui donnent le terminus postquem à ces inscriptions vers le milieu du IXe siècle. Non seulement pour les textes datés historiquement, mais aussi pour Achirom et, je crois, et les autres inscriptions royales de Byblos. Nous passons aux conclusions. En raison du climat levantin, aucun papyrus du IXe siècle ne nous est parvenu, certainement pas de la première moitié du siècle. Les plus anciennes trouvailles archéologiques et des longs documents ouest-sémitiques écrits à l'encre sont les deux célèbres inscriptions sur plâtre de Der Tel Der Allah, datant de soit la fin du IXe siècle, soit le début du 8e. Elles ont été écrites et décrites à juste titre comme un livre transféré sur du plâtre. Un autre témoignage des papyri ouest-sémitiques aujourd'hui perdus sont les boulaïs, avec empreintes de papyrus au dos. Et à nouveau, les premières boulaïs connues proviennent du 8e siècle. Aucune du 9e pour le moment et certainement pas de sa première moitié. Il doit tout de même y avoir des indices et implicites des documents anciens sur papyrus et parchemin. Permettez-moi de mentionner la Renaissance
en urbanisme et en architecture monumentale en Israël à l'époque des Omrides et ses contemporains ouest sémitiques. Et il m'a toujours semblé que dans le premier millénaire, de telles prouesses ont plus vraisemblablement été réalisées par une administration lettrée. Pareillement, la coalition levantine anti-assyrienne au milieu du IXe siècle. Et l'existence des documents plus longs en Israël à l'époque des Omrides et chez ses voisins est désormais appuyée par des preuves concrètes. Les premières inscriptions cursives attestées archéologiquement. Et on se demande, est-ce que l'écriture cursive s'est développée avec un mot par-ci, un mot par-là, griffonné sur un vase? Et cela est hautement improbable. Débutant peu de temps après la fondation de nombreux royaumes territoriaux ouest-sémitiques aux environs de 900 avant notre ère, l'apparition de l'écriture cursive et la stabilisation de l'orientation de droite à gauche semblent plutôt avoir été déclenchées par une importante augmentation de l'utilisation de l'alphabet, une masse considérable d'écrits au stylo et à l'encre qui se sont décomposés depuis dans les premières chancelleries royales de ces royaumes. Heureusement, nous avons les 9 notes manuscrites sur les vases datant de cette même époque, que nous pouvons considérer comme les applications secondaires durables rescapées des documents d'État détruits. Dans un contexte aussi développé, urbanisme et architecture monumentale, la rédaction des documents administratifs dans l'Israël des Omrides et dans les royaumes voisins me semble fort probable. Et la littérature écrite devient un scénario raisonnable vers le milieu du IXe siècle, avec les 9 inscriptions cursives stratifiées. Il n'est en tout cas plus possible de l'écarter avec nonchalance. Les monuments. À partir du Xe siècle, certains royaumes araméens ont érigé des monuments inscrits en assyrien ou en louvite. Et en se fondant sur les inscriptions royales ouest-sémitiques datées historiquement, ce n'est qu'aux environs de l'an 8030 que l'alphabet semble avoir finalement acquis assez de renommée pour évincer les écritures assyriennes et luvites dans les monuments des Sémites de l'Ouest. Mais il n'existait pas de style d'écriture lapidaire à l'époque. Comme le style cursif ouest-sémitique était déjà employé depuis quelques décennies, il aura été le modèle évident et une version légèrement monumentalisée ou moins fluide a été développée, adaptée pour les gravures sur des surfaces dures. L'origine cursive des lettres sur les monuments et bien plus les contenus de ces inscriptions. Et par exemple, dans Facharia et Mesha, qui inclut les éléments littéraires, constitue une preuve légèrement plus tardive, cette fois directe, de la littérature écrite du IXe siècle. Et ce n'est pas Paolo Merlo qui est le premier à dire ça. Il y a un article très connu de Viper de 1991, et peut-être avant, qui a parlé quelques articles ont parlé des motifs littéraires ou des sections littéraires dans les inscriptions royales du IXe siècle. Et oui,
Et si mon interprétation est acceptée et des avis courants sur l'ampleur de l'écriture alphabétique dans le Levant devront être repensés et des questions doivent être posées parmi lesquelles si du temps de Hadad-Ezer, roi de Damas, Akab, roi d'Israël et leurs contemporains ouest-sémitiques mentionnés dans le monolithe de Kour, une littérature avait déjà pu être écrite aux côtés des documents administratifs avec des conséquences potentielles pour la recherche historique et biblique.